Alors, au nom d'Attaque Bruxelles 2, je vous remercie d'être là ce soir malgré les vacances de carnaval, pour un sujet de notre point de vue de la plus haute importance, puisqu'il s'agit de, partant de l'affaire révélée par un journaliste, l'affaire des Dubai Papers, d'aller vers la tentative d'attaquer non seulement l'évasion fiscale, mais de l'attaquer par un bout surprenant, puisque c'est l'attaquer par le bout des organisateurs d'une plainte par rapport aux organisateurs de l'évasion fiscale. Voilà le thème de la soirée. Donc ça va être une soirée d'information, de réaction de toute une série d'intervenants que je vais vous présenter et qui nous ont fait l'amitié d'être là. Et puis ça va être une soirée dédiée à cheminer vers l'action, puisque le but est, en fin de soirée, de pouvoir, avec tous ceux qui le souhaitent, voir comment on peut continuer à porter plainte ensemble. Voilà. Le programme est là. Avant ça, je vais vous présenter les intervenants. Donc moi, je ne fais qu'animer cette soirée. Je vous présente Christian Savestre, qui est militant d'Attaque et qui a fait le travail de creuser ce dossier et de préparer la plainte que nous avons introduite. Il va vous en parler. Je vous présente de gauche à droite Marco Vanès, qu'on ne présente plus, je pense, qui est mandataire politique pour le PTB. Julien Rigaud. Lucien. Oh merde, pourquoi je dis toujours Julien? Excuse-moi Lucien. Lucien Rigaud, qui est là pour le PS. Marie Lecoq, pour Écolo. Et Felipe, je vais dire de la CNE. C'est correct? Felipe Van Kerswilk de la CNE, puisque voilà, il y a des questions qui planent, hein. Par exemple la FGTB, le CNCD, etc. ne nous ont pas encore rejoints parce qu'ils se posent des questions par rapport à est-ce que quand on a une certaine identité, par exemple quand on est une association de fête, est-ce qu'on peut rejoindre, est-ce qu'on peut porter plainte ou pas, mais on va y venir plus tard. Mais donc voilà la raison de la composition de la table là des intervenants. Alors, le programme de la soirée, vous le voyez, je vais passer la parole très vite à Christian pour parler des faits et du pourquoi de la plainte. Et puis je donnerai 5 minutes à chacun pour réagir, apporter le regard de son organisation ou son regard et aussi poser des questions si ça leur vient. Et puis je redonnerai la parole 5 minutes à Christian pour présenter la plainte qui a été introduite. Et puis je redonnerai la parole à nos invités pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent et veulent faire par rapport à ce dossier. Et puis la parole, elle sera à vous pour poser toutes vos questions, pour réagir. Et puis en fin de soirée, donc sans obligation évidemment et sans pression aucune, tous ceux qui seront convaincus et souhaiteront passer à l'action avec nous, ben, on prendra rendez-vous et puis on boira un verre. Voilà le programme. Et donc sans plus tarder, je passe la parole à Christian pour 15 minutes. Merci. Bonsoir et merci d'être venu. Merci aussi au journaliste indépendant Frédéric Laure, sans lequel cette soirée et cette plainte n'auraient pu être effectuées. Merci aussi à la complicité entre Attaque et le réseau Justice Fiscale qui nous a permis d'élaborer ces plaintes, car il y en a plusieurs. Je voudrais d'abord mettre en évidence... Alors, il y a deux approches possibles. Il y avait deux approches possibles pour la soirée. Une présentation je dirais, non technique et une présentation technique. On a délibérément opté pour la présentation non technique, sachant que vous disposez d'un document d'une trentaine de pages qui lui, est beaucoup plus technique. Avant d'aller directement au pourquoi de la plainte, un mot sur le côté symbolique de la plainte déposée. D'abord, c'est un événement, à notre connaissance et de l'avis des spécialistes, sans précédent. Au niveau de la plainte déontologique auprès de l'ordre des avocats, et maintenant auprès de l'Institut des experts comptables, et bientôt auprès de l'Institut des réviseurs. C'est symbolique aussi parce qu'en fait, c'est un dossier d'évasion fiscale, celui des Dubai Papers,
dans un paradis fiscal, puisque la Belgique, c'est un paradis fiscal pour on va dire, les riches entreprises, les riches particuliers. Et pourtant, elle est également victime d'évasion fiscale, comme le prouvent à longueur les Dubai Papers. Alors en fait, finalement, l'argent, on s'aperçoit que c'est une forme d'addiction pour certains. Et ne pas seulement s'attaquer à ceux qui sont bénéficiaires de l'évasion fiscale sans s'attaquer aux organisateurs de l'évasion fiscale, c'est un peu comme si on voulait combattre la drogue sans s'attaquer aux organisateurs du trafic de drogue, aux narcotrafiquants. Et donc là, d'une certaine manière, on s'attaque à ce qu'on pourrait appeler des fisco-trafiquants. Parce que souvenez-vous, la liste des leaks, des papers, elle est extrêmement longue. Hein, ça commence en 2013-2014 et j'en ai certainement oublié. Les Offshore Leaks, les LuxLeaks en novembre 2014, les Swiss Leaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Et les Dubai Papers, ça a éclaté en France dans le journal L'Observateur en juillet 2018. Et le versant belge des Dubai Papers, c'est Frédéric Loer, qui a commencé à en parler en mai 2019, jusqu'en décembre à travers différents articles. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, on constate, de par les informations qu'on a chiffrées, l'évasion fiscale continue à prospérer. On peut prendre qu'un exemple, c'est les LuxLeaks. Les LuxLeaks, ils ont eu lieu en novembre 2014. Là, c'est un leaks où on a parlé quand même d'un organisateur, à savoir l'un des Big Four, PwC. Eh bien, quand on regarde les effectifs au Luxembourg, puisque ça se passait au Luxembourg, des Big Four à l'époque et des Big Four maintenant, la croissance est diabolique. Ils étaient 6 000 au moment des LuxLeaks, ils sont maintenant 8 500 au Luxembourg. Pour information, l'administration fiscale de Luxembourg, nationale, qui est un bon indicateur de l'activité économique réelle du pays, c'est 800 personnes. Ils sont donc 8 500 Big Four. Et l'armée, elle, c'est 700 personnes. Donc, ça vous situe... Ça vous situe l'enjeu. Et finalement, d'une certaine manière, malgré les combats des uns et des autres, d'associations extrêmement compétentes, de militants, de lanceurs d'alerte, finalement, c'est un peu comme en football, pour reprendre la fameuse phrase d'un joueur célèbre que d'aucuns connaissent. Il disait, ce joueur, le football, c'est un jeu où il y a 22 personnes qui se disputent pour un ballon. Et à la fin, c'est toujours l'équipe d'Allemagne qui gagne. Eh bien, l'évasion fiscale, c'est un peu ça. Hein, c'est un jeu assez sophistiqué. Et à la fin, ce sont toujours les organisateurs de l'évasion fiscale qui gagnent. Pire même, parce que si vous perdez un match, vous vous retrouvez pas devant le tribunal. Mais quand vous dénoncez l'évasion fiscale, et je pense encore au LuxLeaks, Antoine Deltour, le lanceur d'alerte, il s'est retrouvé assigné en justice. Voilà. Et donc, il semble bien que rien n'y fait. Et pourquoi ? C'est sans doute parce que les organisateurs de l'évasion fiscale, cette trilogie constituée des avocats fiscalistes, des experts comptables et enfin des réviseurs, eh bien, ce sont eux qui organisent les circuits d'évasion. Et c'est vraiment les trois lames du couteau suisse qui permet l'évasion fiscale. Sans eux, il n'y a pas d'évasion fiscale possible. Et donc, les Dubai Papers, c'est l'occasion unique de pouvoir s'en prendre, entre guillemets, à eux. C'est pas tellement pour s'en prendre aux deux avocats fiscalistes auprès desquels on a porté plainte, Maître Afschrift et Maître Janssen. D'une certaine manière, on s'en fout un petit peu. C'est plutôt le système que l'on veut combattre en le mettant en évidence. Et qu'est-ce qu'on a comme autre moyen que celui-ci, à savoir porter une plainte déontologie ? Ces acteurs-là, dans les Dubai Papers, étaient également acteurs d'un scandale qui a duré 20 ans en Belgique et qui s'appelle le scandale des sociétés de liquidité. Ce sont les mêmes acteurs qu'on trouve. Et quand on lit la chronique des sociétés de liquidité, et qu'après
on fait la chronique des Dubai Papers et qu'on entrecroise les deux chroniques, ça donne véritablement froid dans le dos, parce qu'on s'aperçoit que toutes ces personnes qui finalement se sont retrouvées acquittées en appel à la Cour d'appel de Liège, au bout de 20 ans d'investigation et de procès, eh bien pendant cette même période, grâce à ce qu'on a appris avec les Dubai Papers, eh bien on s'aperçoit qu'ils continuaient de concert à organiser l'évasion fiscale. Alors, c'est une opportunité unique. Pourquoi? Parce qu'on a des noms contre lesquels on peut porter plainte auprès des organisations professionnelles. Donc c'est ce qu'on appelle une plainte déontologique. Donc ce n'est pas une plainte à caractère civil, pénal ou quoi que ce soit. Une plainte déontologique, c'est une plainte qui va se traduire par des sanctions disciplinaires, pas plus. Et la déontologie, finalement, c'est quoi? C'est un ensemble, on reprend le dictionnaire, c'est un ensemble de règles qui régissent la profession, qui régissent les relations entre avocats, qui régissent les relations entre les avocats et leurs clients, et qui régissent aussi la relation des avocats avec le public. Donc, Attac a décidé de saisir cette opportunité. Et c'est l'occasion aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen de se saisir de cette affaire des Dubai Papers? Il y a éventuellement de s'immiscer dans la procédure judiciaire dont on espère qu'elle aura lieu. Mais pour l'instant, l'État belge ne s'est pas encore porté partie civile dans cette affaire. Et donc, si on prend l'exemple des sociétés dites de liquidité, l'affaire a duré entre l'enquête, le procès, première instance, appel, il a duré 20 ans. Donc là, c'est le moyen de saisir immédiatement, fortement, de la part de la société civile, de se saisir de l'affaire des Dubai Papers. C'est pour ça que plus il y aura de plaintes, ou pour ceux qui ne peuvent pas porter plainte pour un certain nombre de raisons, plus de soutien à vérifier, plus de soutien, notamment dans les presses de syndicats, dans un certain nombre d'associations, eh bien, plus le bâtonnier de l'ordre des avocats francophones de Bruxelles s'apercevra que ce n'est pas seulement une bande de militants gauchistes d'Attac qui ont porté plainte, mais ça représente un secteur assez large du monde associatif, du monde syndical, etc., etc. C'est pour ça que donc on cherche à convaincre de la nécessité de porter plainte et également de relayer au maximum, et pour ceux, si éventuellement ils n'ont pas la capacité juridique à porter plainte, eh bien qu'ils relayent l'information auprès également de leurs adhérents. Car ce qu'on a appris aussi à l'occasion de cette plainte déontologique, et ce n'était pas du tout évident au départ, c'est que les personnes physiques peuvent porter plainte. Et donc, autant on était assez confiant dans le fait que la plainte d'Attac serait jugée recevable auprès de l'ordre des avocats, autant on était plus inquiet, moins certain sur le fait que la plainte serait considérée comme recevable de la part d'une personne physique. Et elle a été considérée comme recevable. Donc, ça veut dire que rien n'empêche qu'une multitude de citoyens se mettent aussi à porter plainte auprès de l'ordre des avocats. C'est un moyen de faire pression sur l'ordre. Si la plainte d'Attac est la seule, elle n'aura pas le succès qu'elle devrait avoir. Et rien ne s'oppose, strictement rien ne s'oppose à ce que chacun s'empare du problème. Alors évidemment, trop souvent, quelles seraient les raisons qui feraient qu'on renonce, soit à titre individuel, soit au titre d'une association, n'importe laquelle, qu'on renonce à porter plainte? Quelles sont les raisons? Alors, on entend souvent la différence entre l'évasion fiscale, c'est légal, et la fraude fiscale, c'est illégal. Mais les deux sont totalement illégitimes. Et alors, à force de se tenir dans un discours d'expert
et de traiter finalement de manière technique l'évasion fiscale. On ne met pas en avant la violence inouïe, la violence incroyable de cette évasion fiscale qui produit des dégâts absolument considérables et qui provoque même la mort dans les pays en voie de développement et même certaines fois dans les pays développés. Et donc, on met ça en arrière. C'est comme si on parlait d'une guerre sans parler de victimes, mais on parlerait d'une guerre en parlant des armes et en se disant peut-être que si on prenait des armes un petit peu moins destructrices, alors il y aurait moins de victimes. Mais c'est un peu ça le combat contre l'évasion fiscale. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Hein, moi j'ai des bouquins compte tenu de mon âge. Bah oui, j'en ai presque 70 maintenant. J'en avais 20. Je retrouve les mêmes propos. Il n'y a rien de changé. Donc là, on a l'occasion de changer, de saisir l'ordre des avocats. Et puis quand tous ici et avec vos amis, vous aurez porté plainte auprès de l'ordre des avocats, ben, vous pourrez faire comme attaque. On vient de porter plainte auprès de l'Institut des experts comptables. On n'a pas encore la réponse en ce qui concerne la recevabilité, mais on espère, on est optimiste. Et après, on s'y met déjà, on va porter plainte, car on a des éléments pour, auprès de l'Institut des réviseurs. Et donc comme ça, on aura attaqué les 3 lames du couteau suisse. Et il faut vraiment que chacun s'y mette, parce que en relayant individuellement ces plaintes, et on dispose de tous les éléments, tous ceux qui veulent agir, soit au niveau associatif, soit au niveau individuel, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont juste envoyé une lettre commandée avec accusé de réception. Voilà. Peut-être une précision encore avant de leur donner la parole, Christian. Est-ce que c'est la même plainte qui est déclinée face aux 3 ordres ? En fait, on va parler d'abord de l'ordre qui a déjà répondu, l'ordre des avocats. En fait, l'ordre des avocats, ils vont pas instruire des milliers de plaintes. Il y a une sorte de pièce maîtresse, on va dire, de plainte modèle, c'est la plainte attaque. Et en traitant la plainte attaque, il va traiter les autres plaintes. Une association qui décide de porter plainte comme attaque, c'est ce qu'a fait le CADTM par exemple, bah, il reprend la plainte d'attaque et puis voilà. En ce qui concerne une personne physique, là c'est beaucoup plus simple, parce qu'on peut dire la personne physique, vous n'êtes pas légitime à porter plainte. Hein. Autant une association doit joindre ses statuts, prouver qu'elle a un intérêt à porter plainte, autant un individu, il a juste à joindre sa carte d'identité et il n'a pas à rentrer dans des détails techniques. Et il faut même qu'il fasse montre dans son courrier, avec ses mots à lui, qui ne sont pas des mots de technicien, qu'il fasse montre de sa colère et de sa... Comment dirais-je ? Je ne trouve même pas les mots, tellement c'est scandaleux, quoi. Hein, voilà. Et ben, s'il y en a 1000, ça sera bien. S'il y en a 2000, ça sera mieux. Et s'il y en a 10 000, ça sera encore beaucoup mieux. Voilà. Voilà, ça c'est la première salve. Maintenant, la parole à vous. Il y a un micro là que vous allez vous passer. Et ben, je propose que Marie commence. Voilà, c'est la seule femme. Hop là, hein. Un avantage. Marie, tu as 5 minutes pour réagir, poser une question si tu le souhaites, ou donner ton regard et le regard de ton parti. Merci beaucoup. Mais d'abord, merci à tous d'être là, un jeudi soir pluvieux, quand on a sans doute peut-être plus envie de rester au chaud chez soi. C'est toujours quelque chose qui me réjouit beaucoup de voir des gens qui se bougent et qui sortent de chez eux, y compris le soir quand il fait noir. Et puis merci évidemment d'organiser ce moment. C'est chouette aussi de se croiser dans des moments où on n'est pas, je dirais, entre nous dans des débats où on doit où l'objectif est de s'opposer, de montrer ce qui va nous différencier. En fait, je trouve que c'est chouette d'avoir des moments où on peut se retrouver sur des éléments concrets pour un peu essayer d'avancer et dans du concret et du constructif. Peut-être juste un petit mot avant. Moi, j'ai travaillé pour le CNCD 11-11-11 avant, et donc voilà, c'est aussi le genre de combat que j'ai mené dans mon ancienne vie. Et c'est peut-être ça, moi, la chose qui me marque le plus par rapport à cette plainte au départ, c'est qu'il me semble qu'il y a là, en fait, aussi un enjeu fondamental de reprise en main citoyenne d'une question qui semble nous dépasser un peu. Je pense que cette question-là, comme la question climatique, comme la question migratoire, par exemple, sont des questions
où on fait quand même le constat depuis un certain nombre d'années qu'il y a un espèce de blocage fédéral, européen au niveau politique, où on n'arrive pas à avoir un rapport de force qui est suffisant pour avancer. Et dans ce sens-là, en fait, je trouve que c'est une vraie opportunité. Alors on verra les détails dans la suite, dans la présentation, bien que non technique. On va voir comment on va pouvoir s'engager là-dedans. Mais je trouve que ça, c'est vraiment un enjeu qui est important, de pouvoir en fait redonner une clé d'action à tout un chacun. Et tout, voilà. Il y a aussi un autre enjeu par rapport à ça, évidemment, c'est l'enjeu quelque part de popularisation du sujet, de sensibilisation sur cette thématique. Un sondage avait été fait il y a quelques mois qui montrait qu'en fait à peine 3%, je pense, des gens savent ce que c'est la fiscalité au niveau européen, sur les multinationales par exemple, la question de l'assiette globale ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont très peu connues en fait. On ne maîtrise pas très bien ces éléments-là. Et il y a un enjeu à rendre ces outils populaires parce que ça permet de pouvoir créer un rapport de force et une assise en fait sociale sur ces questions-là. Donc je pense que en termes d'éducation permanente en fait, en termes de compréhension du sujet et des capacités d'action, c'est assez essentiel. Alors évidemment pour Écolo c'est assez facile de soutenir ce projet de plainte puisque Écolo en 2016 avait en fait déjà déposé une plainte. Alors c'était pas exactement la même chose. On avait porté plainte contre l'État belge pour inaction coupable, plainte qui comme je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas n'a toujours donné lieu à aucune poursuite. Sur quelle affaire, Marie ? En fait, c'était suite au Panama Papers, mais il n'y a pas eu de suite vraiment liée à ça. En tout cas, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Il y a eu la création d'une commission parlementaire, mais qui n'avait pas d'ailleurs malheureusement les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête spéciale, ce qui était déjà un regret. Mais par contre, le fait nous on avait déposé cette plainte dans l'idée de pouvoir un peu suppléer au pouvoir d'injonction du ministre en fait, qui visiblement ne le prenait pas en tant que tel, et aussi dans un enjeu peut-être qu'on visualise moins, mais qui est de pouvoir aussi libérer la parole des enquêteurs là-dessus. Parce qu'un autre élément, et on aura sans doute l'occasion de développer plus ça en amont ce soir, c'est que bien sûr, quand on parle de fraude fiscale, il faut pouvoir parler de l'ensemble des fonctionnaires, des bureaux qui doivent pouvoir suivre ces éléments fiscaux. Et là, en fait, on voit que ce qui a été fait, au contraire, comme choix par l'État fédéral, enfin par le gouvernement fédéral, c'est en fait de diminuer totalement l'ensemble des moyens qui étaient alloués à la détection de la fraude fiscale. Et peut-être juste pour terminer, un dernier petit mot quand même, il y a encore eu un article aujourd'hui qui est paru, il y a eu une dépêche belga qui évalue à 172 milliards, oui. 172 milliards d'évasion fiscale, donc de paiement, et encore ce sont les choses qui sont publiques, hein, donc c'est sur base des déclarations, donc ça reste relatif à mon avis. Supérieur à 10 000 €. Voilà, donc ce sont les paiements qui ont été enregistrés vers des paradis fiscaux. Et alors, oui, en Belgique. Oui. Sur l'année dernière, 2019. Sur l'année 2019. C'est un petit peu moins que l'année 2018, par contre c'est encore beaucoup plus que l'année 2016 et 2017, donc voilà. Et enfin, juste pour terminer, l'OCDE, donc on ne peut quand même pas accuser d'être une bande de vilains gauchistes militants, je pense, évalue que ça coûte quand même entre 4 et 10% en termes de recettes au niveau des États. Et donc là, je pense qu'on a effectivement raison de parler de trafiquants, hein, d'une certaine manière. Je crois que c'est une bonne expression, parce qu'en fait, clairement, ça coûte des vies, en fait. Ça coûte de l'investissement dans les solutions environnementales et sociales, ça coûte de l'investissement dans les hôpitaux, dans l'ensemble des infrastructures qui font le bien commun, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie. Je propose que tu passes le micro à Lucien. Et puis ce sera Marco, et je propose que Felipe termine le premier tour. Tout d'abord, merci pour l'invitation, et merci d'être là. Effectivement, il est pluvieux, et en plus il y a Bruges qui jouait ce soir, donc j'imagine que pour certains c'était peut-être un peu compliqué. Je voulais revenir moi sur ma part d'abord sur un peu des éléments factuels de la fraude fiscale. C'est-à-dire que c'est évalué plus ou moins à 30 milliards d'euros par an en Belgique. 30 milliards de perdus par la fraude fiscale. Donc c'est quand même des montants qui sont assez énormes. Ça équivaut en fait au budget de l'enseignement en communauté française. Donc on peut voir quand même qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces 30 milliards. Et surtout, moi ce qui m'inquiète, c'est que en fait, depuis le dernier gouvernement MR-NVA, on voit qu'il y a vraiment un glissement dans la politique pour rechercher les fraudes fiscales, et on va vers l'impunité en fait. Donc les fraudeurs fiscaux tombent petit à petit dans l'impunité totale. C'est-à-dire que depuis 2011, on a supprimé 50% des fonctionnaires
qui travaillaient au service d'inspection fiscale et qui tentaient justement de repérer la fraude fiscale. Ils étaient 5000, ils sont maintenant 2500. On a non seulement réduit leur nombre, ce qui a fait réduire d'ailleurs de 1 milliard les recettes pour les fraudes fiscales, on a réduit leur nombre, on les a aussi encouragés en fait à poursuivre seulement les petites affaires de fraude fiscale. Alors, ça se comprend en fait aisément, c'est-à-dire que dans l'idée d'un gestionnaire politique à court terme, il est beaucoup plus efficace de poursuivre des petits éléments de fraude fiscale comme la fraude sociale d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des gens qui font des montages opaques, il n'y a pas d'avocat derrière, donc c'est assez facile de trouver des erreurs, et c'est beaucoup plus rentable pour eux, parce qu'ils se disent, sur une année, je peux peut-être récupérer 1 milliard, avec des petits investissements. Tandis que la fraude fiscale, ça demande effectivement plus d'énergie, mais à la fin, ce n'est pas 1 milliard qu'on récupérera sur 10 ans, c'est 30 milliards. Mais ces bénéfices de 30 milliards, qui en profitera, c'était le gouvernement d'après. Donc ce sont des investissements qui, vus à court terme, sont en fait profitables en aucun cas pour l'État belge, ni pour les citoyens, bien sûr, qui subissent ces conséquences. Il y a cet aspect-là, de la fraude fiscale en tant que telle, et puis il y a le bras armé de l'inspection fiscale, qui est un service de police qui veille justement à regarder les montages financiers, qui vraiment agit sur le plan pénal. Et même cette unité qui était reconnue vraiment partout dans le monde pour son efficacité, on l'a démantelée. C'est-à-dire qu'on avait une unité centrale pour toute la Belgique, et on l'a démantelée entre les agglomérations belges. Ben, ça n'a aucun sens, c'est comme de l'aberration en termes d'efficacité, dans le sens où on a des montages financiers qui sont même pas nationaux, qui sont internationaux, et au lieu de réunir les personnes qui enquêtent, on les split à travers le pays. Donc ça n'a effectivement aussi aucun sens. Tout ça pour montrer qu'en réalité, je pense qu'il y a vraiment une logique dans ce gouvernement MRNVA, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie en fait, de trop poursuivre, de trop emmerder les personnes qui font de la fraude fiscale. C'est beaucoup plus simple, je pense, pour eux en tout cas, d'aller vers la fraude, comme la fraude sociale par exemple, ou bien alors la délinquance qui est visible au jour le jour. Mais ils n'ont pas trop envie peut-être d'emmerder, c'est des personnes qui jugent d'ailleurs comme des investisseurs, qui créent des emplois. C'est souvent le discours qu'on entend à la radio, dans la presse, etc. Et donc c'est assez problématique parce que si tous les pays font ça, si tous les pays vont justement au moins 10 ans en diminuant les impôts et en faisant en sorte que la fraude fiscale ne soit pas punie, au final il n'y aura plus d'argent pour personne, il n'y aura plus de rentrée pour l'État et il n'y aura plus de services publics. Donc ça je pense vraiment que c'est un tournant qu'il faut vraiment pointer du doigt. Au niveau international, pareil, il y a, comme on l'a souligné, il y a un article d'ailleurs qui est sorti aujourd'hui avec 172 milliards, le FMI aussi qui n'est pas une association de gauchos comme l'OCDE, considère que 50% des flux de capitaux mondiaux transitent par des paradis fiscaux. Donc c'est aussi relativement conséquent. Et puis il y a eu cette énorme mascarade, c'est-à-dire que le gouvernement MRNVA a décidé à un moment de créer une taxe Caïman, en disant ben voilà, on va aussi s'occuper des gros capitaux, on va aussi s'occuper des évasions fiscales, on va créer une taxe Caïman. Taxe Caïman, le but c'était quoi? C'était de dire les personnes physiques qui ont des ressources dans un paradis fiscal, on va les taxer. Ils attendaient 468 millions d'euros par an. La première année, en 2016, ils ont obtenu 48 millions d'euros, donc 10 fois moins. En 2017, c'est passé carrément à 5 millions d'euros. Donc, ça n'a clairement pas rapporté ce que ça voulait. Et pourquoi en réalité? C'est parce que c'était une mascarade. C'était une taxe pour faire joli, parce que une personne qui veut évader son argent, c'est pas en tant que personne physique, parce que là, on va taxer en fait la personne physique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une société. Mais la société, personne morale, elle, n'est jamais taxée. Et donc, c'est très simple pour un individu de simplement dire, au lieu de mettre mon argent directement au Luxembourg, par exemple, je vais créer une société belge qui elle-même mettra en fait mon argent au Luxembourg. Et donc le tour est joué, juridiquement, c'est réglé, on est passé de 468 millions par an à 5 millions par an. Et puis je voulais juste terminer aussi sur un point plus positif, parce que je pense que j'ai déjà pris pas mal la parole, c'est souligner en fait ce qui maintenant est de plus en plus réjouissant, c'est-à-dire l'aspect de la strategic litigation. C'est-à-dire que au début, c'était une stratégie qu'on avait aux États-Unis, c'était en fait le fait de pouvoir mobiliser les instruments judiciaires, donc d'aller en justice, pour faire bouger le droit. Et c'est un peu ce qui est réalisé aujourd'hui. Et ça, de plus en plus, on le retrouve dans nos pays continentaux, comme par exemple aux Pays-Bas. Vous avez peut-être entendu parler de la plainte qui a condamné l'État des Pays-Bas parce qu'ils ne respectaient pas leurs engagements environnementaux. Aujourd'hui encore, une très très bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Cour suprême du Royaume-Uni a interdit Londres de construire un 3e aéroport parce que ça rentrait en contradiction avec les engagements qu'il avait pris du point de vue international. Donc on voit que finalement ce genre de plainte, c'est aussi un combat qui est parallèle finalement au combat de la rue, qui est aussi parallèle au combat législatif. Et c'est une très bonne chose qu'on puisse trouver les citoyens, les associations, dans ce genre de combat judiciaire. Et donc, moi je félicite, je pense comme tous les acteurs ici, ce genre d'action.
je me dis même qu'on pourrait même aller plus loin. On va en parler. On pourrait même aller plus loin, On va en parler même dans la- attaquer. Ouais, alors je garde ça pour Si tu veux bien, oui, sur que faire. Ouais, ok, ça va. Là, on est sur Bah, suspense, alors. qu'est-ce qu'on pense de cette question. Merci, merci. Lucien. Je ne vais pas dire Julien. Marco, 5 minutes aussi. Oui, merci. Eh bien, d'abord, je tiens à vous féliciter, Attac, pour cette initiative, quand même, qui est, tu l'as dit, qui est sans pareil, qui est inédite, et qui est, je trouve aussi assez originale, et qui, je pense, c'est une façon de trouver une voie pour mettre en cause quelque chose qui, effectivement, par la voie judiciaire, s'il fallait faire l'histoire judiciaire de la fraude fiscale en Belgique, là, il y aurait moyen de consommer un certain nombre de paquets de mouchoirs pour pleurer, parce que je pense que le plus flagrant, c'est peut-être l'affaire Beaulieu, où finalement le fraudeur s'est retrouvé indemnisé par l'État parce qu'il avait porté plainte à l'Europe parce que le procès avait duré trop longtemps, et sans doute à cause de lui d'ailleurs, parce qu'il avait fait durer les choses. Donc voilà. Et donc, voilà, vous félicitez. Et peut-être revenir alors sur une des cibles de cette action, qui est Thierry Afscrift. Thierry Afscrift, donc un des avocats, hein, pour lequel il y a la plainte à l'ordre. Thierry Afscrift, qui est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, j'ai déjà croisé d'ailleurs à l'un ou l'autre débat, je me rappelle d'un débat télévisé à RTBF où je lui avais demandé de donner le montant de ses honoraires, parce que je trouvais que c'était un débat sur la justice de classe, et je trouvais que ça résumait déjà bien l'idée de la justice de classe. Bon, il ne voulait pas tout de suite le dire, mais comme c'était sur son site internet, j'ai dit, je crois que tout le monde a le droit de savoir quand même. Ça va jusqu'à 800 € de l'heure, et c'était il y a une quinzaine d'années, donc maintenant je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Donc imaginez 800 € de l'heure. Il faut évidemment que l'enjeu envahisse la chandelle. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, enfin je ne vais pas faire trop de parenthèses parce qu'on va limiter. Et donc Thierry Afscrift, c'est quand même un personnage assez extraordinaire, parce que Christian, tu disais cette vérité qui est quand même assez, sur laquelle il faut taper, il faut taper sur le clou, et rappeler qu'effectivement, entre fraude fiscale et évitement fiscal, ce n'est pas la véritable question. Enfin, ça, c'est la question qui intéresse le fraudeur ou l'éviteur fiscal. Mais ce qui intéresse la population, c'est de savoir effectivement l'argent qui est perdu pour les pouvoirs publics et que la population va devoir compenser, c'est-à-dire les victimes de cette fraude ou de cet évitement fiscal. Et Afscrift, c'est un spécialiste du genre, parce qu'il écrit des bouquins gros comme ça sur le choix de la voie la moins imposée. Et donc voilà, c'est des centaines de pages pour expliquer de quelle manière en fait il y a moyen de ne pas payer d'impôts quand on est riche, quand on est une multinationale, une grande fortune, etc. Mais en faisant passer ça pour de la légalité. Et donc Thierry Afscrift, c'est quelqu'un qui ne fait pas du droit fiscal. Je dirais que c'est quelqu'un qui fait le droit fiscal en Belgique, parce qu'il est au four et au moulin. Et donc il est avocat fiscaliste, un des plus réputés, mais il est également juge suppléant dans des affaires fiscales, et il est professeur de droit fiscal à l'ULB. Donc ça veut dire qu'il est partout, c'est lui qui fait la doctrine, c'est lui qui fait la jurisprudence, voilà. Donc de A à Z, c'est des personnes comme ça, parce qu'il n'est pas tout seul, mais c'est un archétype du genre. Et donc c'est la manière dont on fait le droit fiscal, et on s'étonne qu'on a un droit fiscal qui est très à droite en Belgique, c'est pas vraiment étonnant. Voilà, donc ça c'est pour Thierry Afscrift. Et ouais, j'ai oublié de dire, il est avocat, juge suppléant, il est professeur, il est aussi rabatteur dans l'affaire des Dubai Papers, puisque là, il dépasse clairement le choix de la voie la moins imposée. Là, c'est clairement de la fraude, puisque grâce aux Dubai Papers, on a pu voir en fait son rôle de rabatteur vers le prince de Croailly, hein, qui est donc le grand organisateur des c'est bien là-dessus qu'on attaque. Papers, voilà. C'est là-dessus qu'on attaque, donc voilà. Mais ça, c'est parce qu'il y a cette fuite qui existe et qui le permet. Et peut-être juste dire encore pour la petite histoire, Marco, par rapport à tout ce que tu as dit de croustillant déjà, que donc ce type a une grosse voiture et sa plaque c'est no tax. Oui. Et donc il se vante totalement du fait que tout argent soustrait aux caisses de l'État
est vraiment un bienfait parce que l'État est totalement prédateur et ces malheureux riches et ces malheureuses grosses... Voilà. Marie a même la photo. Voilà, pardon Marco, je te rends C'est hors de mon temps de parole, ça. Et alors il a 2 chiens qui s'appellent Magouille et Fripouille. Voilà, pour rajouter des petits détails. Donc ce type assume totalement. Et il me l'a confirmé la fois où je l'ai croisé que c'était le nom de ses chiens. Alors, pour revenir aussi, parce que voilà, il y a tant de choses à dire, voilà, on est obligé de prendre quelques éléments ponctuels, mais je voulais revenir sur l'article dont Marie a parlé, sur les 172 milliards d'euros qui sont envolés de la Belgique vers des paradis fiscaux. Donc il s'agit bien de cette obligation légale pour les sociétés, pour des montants de plus de 10 000 euros, je ne sais plus le montant. 100 000, je pense. 100 000, ouais. C'est encore plus haut. De déclarer dans leur déclaration, c'est les sociétés uniquement, si des montants de cet ordre sont versés à certains paradis fiscaux, parce que c'est une liste assez limitée en fait de paradis fiscaux. Et alors, ce qui est intéressant de voir et qui nous rapproche, qui nous ramène au dossier de ce soir, c'est qui est en tête. Quel pays est en tête des versements dans ces 172 milliards d'euros? Et c'est qui? C'est les Émirats Arabes Unis. Donc Dubaï, on retrouve Dubaï en tête de ce classement. Alors on n'a pas pour cette année, pour les 172 milliards, combien va à Dubaï, enfin aux Émirats Arabes Unis, mais on l'a pour l'année, enfin je l'ai retrouvé pour l'année 2017. En 2017, c'était 130 milliards, c'était pas 170 milliards. Et sur les 130 milliards, il y a 44 milliards qui allaient aux Émirats Arabes Unis. Donc 44 milliards sur 130 milliards. Donc si on compte bien, ça fait un tiers. Un tiers. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le montant des importations, puisqu'il s'agit de paiements, hein, ils disent non, c'est déclaré, donc a priori c'est pas la fraude, c'est uniquement des paiements, des versements. Mais alors, qu'est-ce qu'on paye avec ces 44 milliards, vu que les importations de Dubaï vers la Belgique, c'est 1,3 milliard. Donc on a 1,3 milliard d'importations qu'on est censé payer, mais alors les 42 milliards restants, c'est quoi? Donc voilà, ça pose la question. Probablement que les diamantaires jouent un certain rôle là-dedans, mais... Mais dans les 172 milliards, dans la mesure où l'Union européenne ne considère pas qu'il existe des paradis fiscaux en son sein, ça veut dire que le Luxembourg, Malte, Chypre, tout ça, ça n'est pas inclus dans les 172 milliards? Non, c'est-à-dire que le Luxembourg, la dernière année où le Luxembourg était indiqué, c'était en 2015. Ouais. Et en 2015, le Luxembourg a été éjecté de la liste. Okay. Voilà. Merci Marco. Ah, c'est fini. Ah, même en te rendant le temps. Merci à toi. Vous aurez encore la parole. Hein. Felipe, à toi, pour 5 minutes aussi. Et puis on viendra concrètement sur la plainte. Je crois que je vais être assez bref. Je ne vais pas répéter les remerciements et les salutations que mes 3 collègues ont dit avant. Je les partage. 2-3 choses qui me paraissent fondamentales, c'est en effet de bien se positionner politiquement sur la question légalité, légitimité. Puisque, comme tu l'as expliqué, en dehors des cas de fraude qui sont possiblement avérés dans le cas de la plainte dans les Dubai Papers, le problème global et les 172 milliards au moins dont on parle, c'est d'abord un d'évasion fiscale dans lequel il y a a priori, si on se place sur le terrain de nos amis Ashrit et compagnie, rien d'illégal. Ça me paraît important de se positionner clairement en disant c'est pas ça notre problème. Notre problème n'est pas de savoir si quelque chose qui cause un tort considérable au bien commun est légal ou pas légal, y compris en se rappelant que dans de nombreuses situations historiques, quand on a un peu le recul, qu'on n'a pas nécessairement aujourd'hui, la loi était légale par définition, mais elle était illégitime. L'esclavage était légal, l'apartheid était légal, la déportation des juifs sous le régime de Vichy était légale. Peut-être que dans 20 ans, nos enfants se diront, tiens, au début du XXIe siècle, ces pratiques d'évasion fiscale étaient légales. Pour autant, pas moins que l'apartheid ou que l'esclavage, en tout cas c'est la position que nous on veut prendre à la CNE, ce qui permet d'asphyxier les fonctions collectives au bénéfice des déjà très très riches,
est de toute manière illégitime. Et la question de savoir si on a construit un artifice légal pour mettre les fraudeurs à l'abri des rigueurs de la justice ne nous intéresse que très modérément. Surtout quand on sait, tu as signalé, non c'est Marco qui vient de signaler, le rôle que ces fisco-trafiquants jouent dans la construction d'un droit fiscal de droite. Mais si on regarde les ministres, que ce soit Renders ou Van Overtvelt, on a clairement, depuis très longtemps en Belgique, des ministres dont une grande partie du job consiste à construire les artifices qui permettront aux tricheurs de tricher légalement. Ça reste, c'était mon premier point, et le plus important, c'est de dire, on ne rentre pas dans des débats de juristes pour savoir si, dans le fond, il y a infraction ou pas infraction. Et donc, la conséquence de ça, c'est que porter plainte contre Afschrift et Arno Jensen n'est pas attaquer deux personnes. Oui, ces personnes le méritent, mais l'important, c'est la dimension emblématique, c'est d'avoir un discours politique sur la fiscalité, et donc c'est une façon de remettre sur le tapis ce qu'un collectif a fait de façon très joyeuse et ludique dans un Ikea, il n'y a pas si longtemps, d'installer un hôpital dans un Ikea en disant si Ikea payait ses impôts, il y aurait de quoi financer un hôpital en plus en Belgique. La question n'est pas de savoir si Ikea a trouvé une manière légale ou illégale de ne pas payer ses impôts. La question c'est qu'il manque des hôpitaux, il manque des soins de santé, il manque des instituteurs, il manque de toutes les fonctions collectives. Et pour donner une petite idée, nous on est très fiers à la CNE du combat des blouses blanches qu'on a contribué à lancer il y a une petite année maintenant, qui a été relayé par plusieurs partis politiques, essentiellement ceux qui sont ici à ma gauche. C'est très important le fonds des blouses blanches. Ça fait 5000 emplois potentiellement en plus pour soigner les gens. C'est très important. Mais ce qui échappe au financement des fonctions collectives en Belgique par an, c'est 100 fois ce qu'on a obtenu, ce qu'on va peut-être obtenir, parce que ce n'est pas encore tout à fait fait. Nos adversaires sont encore coriaces. Mais à supposer qu'on ait obtenu cette victoire éclatante de créer 5000 emplois en plus, absolument indispensables dans les soins de santé, c'est un montant d'à peu près 400 millions d'euros par an. On perd 100 fois ça, chaque année, au minimum, du fait de l'évasion fiscale. Et donc, ça me paraît important de faire le lien entre le travail des fisco-trafiquants, j'aime bien l'expression que Christian utilise, et le fait que tous les jours les citoyens payent 2 fois ou 3 fois le fait que les services publics sont définancés. D'abord, comme tout le monde, eux ils payent leurs impôts normalement, donc ils payent une première fois. Puis ils payent une deuxième fois parce que quand ils vont à l'hôpital ou qu'ils cherchent un généraliste, ils cherchent une crèche pour leur enfant, ils cherchent une maison de repos pour leurs vieux parents, on leur dit il n'y en a pas. Puis ils repayent une troisième fois parce que s'ils ont quand même besoin de faire garder leur enfant ou de faire soigner leurs vieux parents, il reste le privé, très très cher. Et donc je pense que l'important c'est de diffuser le message que les conséquences des actes de ces Afschrift et consorts, c'est que tous les autres, vous et moi et nos voisins, nos collègues, payent 2 fois, 3 fois, avec leur argent et avec leur chair, j'ai envie de dire, hein, quand on n'est pas soigné. Voilà. Que va faire la CNE, à moins que ça c'est la deuxième partie du débat? Oui. Ok. Merci. Alors je m'arrête. Merci Philippe. Voilà, bon premier tour. Alors, je rends le micro 5 minutes à Christian pour nous expliquer concrètement la plainte. Alors évidemment, on a constaté que dès qu'on prononce le mot plainte, ça fait quand même peur, quoi, hein. Donc il faut tout de suite rappeler que... Et puis ça fait peur d'une part, et puis on se dit, c'est cette bande d'excités de attaque, est-ce que c'est fait sérieusement, etc., etc. Donc juste un mot, la manière dont on a fonctionné, on est parti de ce qui est divulgué dans les articles de Frédéric Lohr. On n'a pas eu accès aux données très très précises qui figurent dans les clés que le journaliste détient. On a déroulé la plotte donc à partir de ce qui est divulgué publiquement. On s'est fait conseiller par un juriste spécialisé sur la manière de porter plainte. La plainte elle-même a été validée dans sa formulation par le juriste en question. Et enfin, on a travaillé pendant des semaines et des semaines avec 4 personnes de haut niveau au plan fiscal qui ne souhaitent pas voir leur nom affiché. Donc, tout ça est le fruit d'un travail collectif. Et le journaliste Frédéric Lohr nous a permis de mentionner dans la plainte que dans la mesure où ses propres règles déontologiques
serait respecté, il était à même, si les ordres professionnels, et notamment le premier, celui des avocats, lui demandaient, il était à même de dialoguer avec eux sur la base des sources détaillées qu'il détient. Donc ça, c'est pour couper court un petit peu, éventuellement, à un côté amateur. La plainte, à l'heure actuelle, bon, je l'ai déjà dit, elle a été jugée recevable par le bâtonnier, tant pour l'association Attaque que pour des personnes physiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça ne coûte rien, la plainte, hein, parce que tout de suite, on craint d'avoir des frais d'avocat. En fait, que ce soit pour déposer la plainte déontologique ou pendant toute la procédure disciplinaire qui va s'en suivre, il n'y a pas d'avocat à prendre, il n'y a pas d'autres frais que ceux initiés au moment où on envoie la plainte, c'est-à-dire les frais totaux, c'est le coût d'une lettre commandée avec accusé de réception. Quelles peuvent être les conséquences d'un succès de la plainte et de la décision de la commission de discipline, par exemple, de l'ordre des avocats? Ça sera une sanction disciplinaire qui est d'abord symbolique. Et donc, ça peut être une interdiction temporaire d'exercer pendant X mois. Ça peut aller jusqu'à une interdiction définitive. Et ça peut générer des sanctions financières, mais qui n'iront pas au bénéfice du plaignant. Ça sera des sanctions financières que le condamné par la commission de discipline devra verser à son ordre. Il peut y avoir des dommages collatéraux pour les avocats concernés. Comme le disait Marco tout à l'heure, Afschrift, il est juge suppléant à la chambre fiscale, 6e chambre fiscale, je crois, de mémoire. Oui. Il est d'ailleurs juge suppléant depuis 20 ans. Hein, donc c'est une suppléance qui dure. Et donc, comme tu le disais, il est des deux côtés. Et donc, si la plainte a succès, ça aura inévitablement des conséquences sur sa fonction de juge à la 6e chambre fiscale. Il faut savoir aussi que Maître Janssen, il a été candidat pour le bâtonnat de l'ordre des... Donc, ce sont des personnalités qui tiennent le haut du pavé. Et Afschrift, tu ne l'as pas peur, tu le rappelais tout à l'heure, mais il faut que vous alliez sur son site, ça vaut le coup. Vous cliquez sur sa photo et il déclare « L'évasion fiscale est un droit fondamental. » Point, barre, terminé. Et après, il va donner cours à Solvay, dans le cadre de l'ULB. Sur la plainte proprement dite, maintenant, il y a un modèle qui existe, c'est celui de Attaque. C'est pas la peine d'en inventer un autre pour une autre association. Elle est disponible de manière publique. Je ne sais pas si on l'a mise déjà sur notre site, mais bon, si on ne l'a pas mise encore, on va le faire. Quant à la plainte d'une personne physique, ça c'est encore plus simple. Ça tient en une demi-page et ça a été jugé recevable. Voilà. Alors, les délais qu'il faut avoir en tête. On peut porter plainte, je dirais, à peu près jusqu'au 31 mai. Hein, pour essayer d'arriver à provoquer quand même, à faire en sorte que la boîte aux lettres du bâtonnier elle déborde, quoi. Hein. Et il y a un délai de prescription. Le délai de prescription, c'est 1 an à compter de la date de prise de connaissance des faits. Compte tenu de la teneur des articles de Frédéric Lord, grosso modo, la prescription, elle commence, enfin, elle arrive à échéance le 15-10-2020. Donc, il y a le temps pour porter plainte, aussi bien de la part des associations que de la part des personnes physiques. Et moi, je dirais que porter plainte, nous soutenir si on ne peut pas porter plainte, c'est vraiment un moyen, c'est pas pour faire l'intellectuel, mais je crois que c'est 2 phrases que j'ai apprises par cœur, tant elles sont puissantes. Sartre disait « Nommer les choses, c'est les faire exister ». Celui qui a été son copain pendant un certain temps et qui après ne l'a plus été, Camus, disait, lui, ne pas les nommer, c'est ajouter à la misère du monde. Eh bien, je crois qu'en portant plainte, eh bien, on nomme les choses et on a le moyen d'influer. Plutôt que de se lancer, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires, dans des débats techniques où finalement on oublie l'essentiel. Cette violence absolument inouïe et mondialisée
de l'évasion fiscale. Voilà. Alors, ah oui, si vous portez plainte, il faut quand même surveiller un petit peu le lait sur le feu. Donc si vous n'avez pas de réponse au bout de 3 mois de la part du bâtonnier, il faut réagir. Moi je conseille même de réagir plus tôt. Ceci dit, dans le cas d'attaque, il a été très rapide. On a porté plainte le 16 décembre, le 6 janvier, donc malgré la trêve des confiseurs, il nous informait que notre plainte était recevable. Et puis après le second délai, c'est 6 mois. Alors par rapport à ces 2 délais, il faut avoir en tête évidemment le délai de prescription, qui est le 15 octobre 2020. Voilà. Grand merci Christian. Alors on va être reparti pour un tour. Je propose de le faire dans l'autre sens. Voilà, même consigne. Je peux vous demander de parler très près du micro. Comme ça votre voix sonne bien puisque c'est enregistré. Ok, alors jusque maintenant on a été sollicité déjà depuis quelques mois par attaque à la CNE et à notre grande famille bien aimée qui est la CSC. Et jusque maintenant la position de la CSC était de dire à attaque, vous avez raison, vous faites bien de porter plainte. Et donc nous allons informer, diffuser, populariser les raisons de votre plainte et son déroulement. Mais les services juridiques que la CSC a consultés arrivent à la conclusion qu'elle ne devrait pas, en tant que telle, porter plainte. Et ce n'est pas la question d'être une association de fait ou une association de droit. C'est des raisons que jusque maintenant je n'ai pas encore entièrement comprises. Je peux te demander alors Felipe, donc, puisque tu dis que ça fait des mois que la CSC et la CNE ont pris cette position, est-ce que vous avez fait passer l'information? Est-ce qu'il y a quelque chose qui court? Jusque maintenant, non. Mais donc, on va le faire. D'accord, grand merci. Voilà. Et donc, moi, je ne suis responsable que de la CNE. Oui. Mais donc, la CNE fera passer l'information. Là, j'ai une petite demande à faire tout de suite. Et je vais user de mon influence non négligeable, mais non absolue, dans la CSC pour que la CSC le fasse aussi. Ce serait peut-être un enjeu, c'est une question que je vous adresse, que cette plainte traverse la frontière linguistique de notre beau pays, parce que ce genre de débat, je pense, aurait une grande utilité aussi au nord du pays. Sur la manière dont on peut faire de l'information, je suis encore en demande de votre part, ou j'ai peut-être pas suffisamment lu tous vos dossiers, d'une manière qui permette d'expliquer en termes simples et courts en quoi le rôle de ces 2 avocats qu'on attaque à titre emblématique est bien condamnable au regard de la déontologie des avocats. Parce que vous citez des extraits des articles du journaliste dont j'ai oublié le nom. Ces extraits sont en soi déjà très complexes. Quand on parle d'une stichting aux Pays-Bas qui est une société écran pour cacher une autre société qui elle-même a des filiales. Bon, alors évidemment, quand on explique ça, le lecteur flaire l'arnaque. Mais pour bien vulgariser le bien fondé de la démarche d'attaque, je serais content d'avoir votre aide pour qu'on puisse en une demi-page dire voilà pourquoi c'est important qu'attaque fasse ça, et on trouve que ceux qui le veulent peuvent s'associer. On viendra sur la procédure tout à fait concrète après. Je te remercie. Et on verra aussi, donc Christian nous a fait imprimer 2 dossiers qui ont été distribués. On dira exactement ce qu'il y a dedans et ce qu'il faut faire encore. Merci Felipe. Pendant que le micro passe, je vous dis juste que la Ligue des droits de l'homme, on a pensé trop tard à la solliciter, mais c'est évident que c'est un acteur important et ils sont tout à fait preneurs. Donc j'ai eu Alexis de Soif et toute une série d'autres acteurs importants de la Ligue, et donc elle va nous rejoindre et je pense qu'elle va pouvoir aussi aider juridiquement à clarifier qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui serait difficile et pourquoi, puisque c'est pas très clair visiblement pour les syndicats. Marco ? Oui, je vais peut-être commencer par une question. Qu'en est-il de la publicité de la procédure en cas de plainte? Parce que si je fais le parallèle avec l'ordre des médecins, par exemple, je sais que quand on a introduit une plainte à l'ordre des médecins, celui qui a introduit sa plainte, il n'est jamais au courant de ce qu'il en advient. Et donc, est-ce que là, on peut espérer avoir une certaine réponse sur la destinée de la procédure? En fait, on sera tenu au courant de la manière dont la plainte est traitée.
le bâtonnier a nommé un avocat, ça s'appelle un avocat enquêteur, et on peut à tout moment le contacter, demander à le rencontrer, et même, un peu comme devant un juge d'instruction, lui demander d'effectuer, comme on dit, des devoirs. Et alors, et on sera tenu au courant aussi, ça va durer des mois, hein, de la sanction disciplinaire qui sera prononcée. Et cette sanction disciplinaire, elle pourra donner lieu à publicité. Il faut faire attention. Il faut, si on engageait après, si Attac engageait par exemple, ou une autre association, un procès à caractère judiciaire, elle ne pourrait pas, dans le cadre de ce procès, faire allusion ni utiliser le fait qu'elle a gagné quelque chose au plan déontologique. Mais les sanctions qui seront prononcées pourront donner lieu à publicité. C'est mieux pour les médecins. C'est mieux pour les médecins. Et c'est mieux aussi que la justice. Parce que la justice, maintenant, il y a plein d'affaires où on va vers une transaction pénale. Et finalement, il n'y a pas de procès public. Et donc, celui qui a commis les méfaits échappe totalement à la publicité de la chose. Et donc, on est dans un système où l'opacité commence à se construire. Et donc, c'est assez réjouissant de voir qu'ici, pour cette plainte-ci, ce n'est pas le cas. Donc, raison de plus pour l'appuyer. Voilà, en tout cas à titre personnel, très vite j'ai manifesté, y compris publiquement, mon soutien à cette plainte. Et maintenant qu'il y a une invitation à introduire personnellement ou au nom d'une organisation une plainte, en tout cas en mon nom personnel, je serais ravi de pouvoir le faire, et donc je compte le faire. Hein, Est-ce que vous allez appeler vos militants à le faire? Et alors oui, je pense que, voilà, je ne sais pas si c'est utile, si c'est plus utile que le PTB le fasse en tant qu'organisation ou qu'une série de militants ou de personnalités du PTB. J'ai l'impression que c'est peut-être plus utile, voilà, d'essayer d'avoir une multiplicité d'intervenants, quoique l'un n'exclut pas l'autre, mais bon, voilà, ça c'est une question d'opportunité. Oui. Hein. Je pense que la dimension de est-ce que les partis peuvent, est-ce que les syndicats peuvent, soit Marie ou Lucien ont une réponse, soit c'est une question qu'il faudra éclaircir avec la Ligue des droits de l'homme qui a certainement les compétences de nous répondre. Ok, mais donc, en tout cas, tu dis ta position et vous allez appeler vos militants à porter plainte. Okay. Voilà, je dois dire qu'au niveau des outils parlementaires dont on dispose, donc les questions parlementaires, on a posé plusieurs questions, notamment au ministre de la Justice ou des Finances sur ces questions. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des réponses assez, très, très satisfaisantes de leur part. Donc voilà, entendu dire qu'ils allaient bouger, mais jusqu'ici, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Okay. Ils ne se sont toujours pas constitués partie civile. En tout cas. Ouais. Merci Marco. Lucien ? Bien sûr, pour ma part, je suis aussi très, très enthousiaste à l'action qui est menée, donc je vais en avertir d'abord les militants dans ma section où je suis actif, et puis aussi prévenir Ahmed de ce qui se passe ici. Étant donné qu'il devait venir, je vais lui envoyer un mail avec les liens, etc., et essayer qu'il fasse tourner donc, à un niveau plus élevé. Alors bien sûr, je suis donc très enthousiaste. Donc, j'aimerais bien un petit peu nuancer aussi. J'ai aussi plein de questions sur cet aspect-là. Mieux que la justice, là je me pose quand même une question dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est un ordre qui en fait juge ses propres avocats. Et que cet ordre a, comme n'importe quel ordre professionnel, en fait, a souvent... est souvent habitué en fait à se protéger lui-même, et donc à régler ses affaires en famille et essayer qu'il y ait le moins de caboussures possible. Donc mieux que la justice, là je ne suis pas certain. Donc ma question en fait c'est pourquoi devant l'ordre. Je pense aussi à d'autres moyens juridiques, par exemple comme se constituer partie civile, parce qu'il y a clairement, apparemment il y a des soupçons d'infraction pénale, donc pourquoi pas se constituer partie civile. L'État belge ne le fait pas. Même si j'ai cru comprendre que il était question qu'il le fasse et que le ministre a dit qu'il était prêt à le faire, mais il l'a pas encore fait apparemment. Non. Mais en tout cas un citoyen qui peut se sentir lésé, puisque une fraude fiscale ça touche finalement, tout le monde y a intérêt à le faire. Donc pour moi se constituer partie civile ça me paraît aussi faisable. Il est aussi faisable, selon moi, en tant que juriste, d'attaquer l'inaction de l'État en réalité, parce qu'elle crée aussi elle-même un dommage
en ne prenant pas les dispositions suffisantes pour empêcher la fraude fiscale, en ponctionnant comme ça dans les personnels de passer de 5000 à 2500 fonctionnaires, effectivement, elle aggrave le problème et ça crée directement un dommage. Il y a aussi d'autres moyens devant le Conseil d'État. Donc, c'est un peu ma question, c'est de savoir pourquoi spécifiquement devant l'ordre, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi des recours devant la justice et qui sont aussi gages d'indépendance, là où non seulement l'ordre est peut-être pas indépendant, il faut aussi pas oublier que l'avocat qui va instruire le dossier, il n'a pas les mêmes clés d'accès qu'un juge d'instruction ou qu'un procureur de roi. Alors oui, il pourra peut-être demander gentiment à Frédéric Loy de donner ses clés USB, chose à laquelle il va certainement dire non. Il va peut-être demander d'ailleurs à M. Afrib de donner quelques dossiers. M. Afrib va certainement dire non. C'est moins qu'une perquisition chez M. Afrib qui est obligatoire. Bah, écoutez, ça nous est apparu comme étant le moyen le plus rapide, premièrement. Deuxièmement, c'est gratuit. Hein, et si on se lance dans une procédure où on va se constituer, par exemple, partie civile, ben on va devoir recourir au service d'un avocat, et pas n'importe lequel. Il faudra vraiment un avocat style fiscaliste Big Four, hein, donc ça coûte très cher. Ça va être 1000 € de l'heure maintenant. Donc, attaque, compte tenu de ces ressources, c'est pas, ça on ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus il y aura de plaintes ou de soutien, parce que finalement on peut aussi percuter beaucoup en apportant son soutien sans nécessairement porter plainte. Si la FGTB se met à relayer tout ça dans sa presse interne, ça aura du poids. Sur le fait que l'ordre cherchera à se protéger, on en est bien conscient. Hein. Et donc le Goya n'est pas gagné d'avance. Hein. Merci. Juste pour réagir vite fait sur cette affaire, je pense effectivement que la Ligue des droits humains peut vraiment aider, parce qu'elle a fait plusieurs fois des recours de strategic litigation sur le chômage, sur l'assurance soins de santé, aussi sur l'exportation des armes en Arabie Saoudite, et donc ils ont été très utiles. Et au point de vue technique juridique, je pense que ça peut vraiment être un allié considérable. Mais je pense que les deux réponses que tu as données tout à l'heure, c'est ceci nous permet une action citoyenne large, et ça c'est vraiment important, et ça c'est tout autre chose. Alors, ça, comme tu le disais, est-ce qu'ils vont se protéger? Tout dépend, je dirais, de la tendance du bâtonnier. Et il semble, de par la réponse qu'il t'a faite, il semble que ce bâtonnier soit assez favorable et réceptif. Et puis, le dernier élément que je voulais rajouter avant de donner la parole à Marie, c'est qu'on est effectivement, c'est intéressant pour une fois de ne pas attaquer simplement la question de la légalité, mais la question de la légitimité. Marie? Oui, absolument, tout à fait d'accord avec la fin de ton intervention. Mais oui, moi j'allais poser cette question-là, enfin je partage vraiment les questions de Lucien. Et moi j'allais poser la question, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme contact avec parce que le monde des avocats n'est pas que le bâtonnier, n'est pas que l'ordre. Et donc il existe des groupes d'avocats qui travaillent à essayer d'avoir une justice plus juste. Et donc moi je me demandais quels étaient les liens, s'il y avait des contacts qui étaient pris pour quelque part pour être moins dans ce eux contre nous. Je pense que c'est important de ne pas tomber là-dedans non plus. Il y a heureusement plein d'avocats qui font leur travail avec beaucoup de déontologie justement et avec un vrai engagement. C'est assez fantastique que là on se retrouve face à des avocats, dans ce cas-ci, qui en fait travaille à détricoter le financement de la justice en elle-même. Donc c'est assez cocasse quand même comme situation. Tout à fait, j'avais la même question sur les liens avec les organisations flamandes. Je pense que c'est souvent... alors, je ne dis pas que ça ne ralentit ni ne complique pas les luttes qu'on mène ensemble, mais je pense que vu la situation belge, ça a quand même vraiment un sens plein et entier, et notamment sur des questions comme ça où on peut parfois avoir des opinions publiques qui sont un peu différenciées. Je crois que c'est intéressant de voir, là je ne prêche plus pour ma chapelle parce que ce n'est plus la mienne, mais on a également travaillé avec nos partenaires flamands à l'époque au CNCD 1111 avec Elfelfelf, la coupole sœur en Flandre, et c'était quand même vraiment intéressant de se coaliser là-dessus. Pour répondre à la question en fait en tant que parti, mais
En fait, évidemment, il y a les questions juridiques de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Et puis après, moi, j'ai une question peut-être plus d'opportunité, en fait. Est-ce que la société civile organisée estime opportun que des partis politiques soutiennent en tant que parti politique avec le nom du parti politique? Moi, en fait, ça, je pense que ça vous appartient comme décision. Moi, je pense toujours que plus on est de fous, plus on rit. Mais après, je peux tout à fait, je pourrais tout à fait entendre, en fait, qu'il y ait une volonté de se dire, ben voilà, les partis politiques, par ailleurs, ont des moyens d'action autres. Moi, en tant que mandataire, moi, j'ai un autre moyen d'action que celui de porter plainte. Et donc ça, après, à chaque mandataire parlementaire de faire sa propre décision. Hein. Mais voilà, je pense que parfois, il faut aussi se rappeler qu'on a des moyens d'action qui sont différenciés et qu'il ne faut pas les sous-estimer non plus. Qu'il peut y avoir un côté facile à se dire « Ah ben du coup, je signe ça et moi j'ai fait ma part ». Mais en fait non. On a des fonctions particulières qui impliquent des responsabilités particulières et donc des moyens d'action particuliers. Et puis en tant que parti, enfin évidemment en tant que parti, non pas au sens du parti, mais au sens de la base sociale et des militants qui composent ces partis. En fait, moi en tant que président du parti au niveau bruxellois, absolument aucun problème à relayer bien sûr cette information. Ça a déjà été fait d'ailleurs. Et donc là, on va avoir un peu, on verra en fonction des éclaircissements. Et je pense que alors là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des outils qui soient très clairs, compréhensibles et diffusables de manière facile pour que chacun et chacune puisse se sentir appelé par cette question-là. La question du coût est quand même vraiment très très importante et c'est effectivement probablement un des meilleurs arguments par rapport à cet outil concret qui est apporté aujourd'hui. Merci. Mais donc, vous posez des questions auxquelles on va devoir apporter des réponses, mais ce sera pour la suite. Je pense qu'il faut vraiment s'engager à se revoir et à poursuivre, mais je vais tout de suite donner la parole à la salle. Par rapport à l'intérêt, juste une chose encore Christian, par rapport à l'intérêt évidemment de mettre les flamands dans le coup, je pense que vous pouvez nous aider aussi. Vous avez tous des partis frères flamands. Il y en a un qui est unitaire, oui, lui. Mais donc, voilà, oui, c'est certainement important. Tu disais, Christian? Simplement par rapport à une des questions de Marie, dire qu'à ce stade, on n'a pas de contact avec des avocats qui sortiraient un petit peu de la norme, pas encore, mais on ne désespère pas. Sur le côté flamand, à travers le réseau justice fiscale qui a son pendant, du côté flamand, on commence à travailler. On a été un peu relayé dans de la presse alternative, je crois que c'est Apache côté flamand. On a traduit les communiqués de presse, le dernier en tout cas, en flamand. Il y a un point que je voudrais bien préciser. Le mieux est quelquefois l'ennemi du bien. Donc, dans les plaintes, par exemple une plainte d'association, il ne faut pas faire allusion au fait que Afschrift est juge suppléant. Parce que ça pourrait être un moyen pour l'ordre des avocats de dire « Ah oui, mais alors attendez, à ce moment-là, il y a un truc au niveau des magistrats et donc on ne peut pas instruire la plainte. » Donc il faut vraiment à tout prix éviter ça. De toute façon, maintenant, sur concrètement, comment on va faire pour tous ceux qui veulent porter plainte avec nous, on va se prendre rendez-vous. Voilà. On a beaucoup parlé de ce côté-ci. À vous maintenant. On fait circuler le micro. Réaction, questions, soutien. Donc, je suis d'abord. Moi, c'est tout simplement une question. Est-ce que vous avez pris contact avec le juge Claes, qui est très concerné par ce genre de problème et qui pourrait, je pense, monter à bord et vous aider, hein? Est-ce que vous l'avez fait? À ce stade, non. C'est très... Moi, je le connais personnellement, oui, si vous voulez. On le connaît aussi, je te remercie. Ah bon? Et il est déjà venu causer ici. Ah bon, vous retrouverez d'ailleurs sa vidéo. Mais donc, c'est une très bonne idée. Merci à toi. Je ne sais pas qui note les... Christian, tu notes toutes les idées et les questions. Merci, Josie. Jean-Louis. Réaction. Oui, merci. Une petite réflexion et une question. Petite réflexion, on a cité, bien que je n'ai aucune sympathie pour ces deux partis, le MR et la NVA. Je rappelle que la situation date de bien avant le MR et la NVA, hein, et que donc si le démantèlement progressif des capacités de l'État ont été accentuées, certainement sous le MR et le NVA, c'était déjà une dynamique en cours auparavant.
Ma petite question, finalement, est-ce que je vois un parallèle avec cette initiative et du potentiel d'aller en justice avec l'affaire du climat ZAC. Et là, apparemment, les questions de coût pour aller en justice n'ont pas posé tant de problèmes. Oui, bon, on a quand même été en justice, j'en suis signataire et très fier, d'ailleurs, je pense parmi les premiers. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il y a peut-être un intérêt à voir avec eux, parce qu'ils doivent avoir aussi une liste, peut-être bien qui est le RGPD, une liste de personnes qui soient sensibilisées à ce genre de questions et qui seraient prêts peut-être à se lancer dans un autre combat. Merci. Merci à toi, oui, et des avocats qui sont prêts, on en a déjà eu à Attaque, hein, des avocats qui sont prêts à préparer des plaintes gratuitement. Mais donc l'idée d'aller en justice n'invalide pas du tout l'idée de poser aussi une plainte au niveau déontologique. Vos réactions, allez-y, le micro est à vous. Des questions, des réactions, lancez-vous. Oui, voilà, enfin bon, je suis heureux de dire de ce qui est de ce débat mené, mais moi je le pose dans un cadre plus global, donc entre parenthèses, je fais soudain une association d'idées, c'est que Thierry Ascrit a fait un article qui m'a tout à fait révolté, entre autres choses, pour encourager quelque part Depardieu et ne pas être plutôt exilé fiscal en Suisse qu'en Belgique. Enfin, déjà, c'est assez tordant quelque part. Donc, voilà, moi, pour moi, c'est une personnalité vraiment que je déteste quelque part. Et, bon, c'est quand même pas si rare. Je préfère encore Bardowever en comparaison, quoi. Voilà. Pour tout dire. Voilà, sinon, le si situé dans le cadre si général, parce que c'est vrai que l'argument de Thierry Ascrit, c'est l'imposition est très forte en Belgique. Bon, que peu de gens savent, ça commence à se diffuser qu'aux États-Unis, je ne parle pas en Belgique, aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, l'imposition sur la tranche supérieure d'impôt dépassait les 90%. Donc, je veux dire, la volonté de justice, l'impôt sur les sociétés est aussi bien plus élevé que l'impôt sur les sociétés actuellement aujourd'hui en Belgique. Tout ça a été raboté sous les années Reagan et aussi, je crois, un peu Clinton par la suite. Donc, c'est juste pour dire. Et bon, en Belgique, bon, je veux dire, on profite. C'est un des pays les plus riches du monde, le 4e, peut-être aussi en termes de millionnaires, enfin par habitant, hein, tout ça. Et bon, et à côté de ça, il y a 22%, par exemple, c'est un pourcentage qui moi sensibilise. Je veux dire, on parle de sécurité sociale en matière de soins de santé, mais les patients doivent endosser 22% du coût. Ça devient énorme, quoi. Certains ne peuvent plus payer ça une seule fois de plus. Entre autres choses, quoi. On est dans un scandale permanent, outre le fait que les trois partis qui sont à la table, on les méprise, quoi. L'oligarchie, actuellement, fait comme si ça n'existait pas. Les motivations des électeurs du Vlaanderen qui sont surtout sociales non plus. Donc on se fout du monde. Oui, merci André. Et juste, il faisait allusion à ce qui se passait aux États-Unis à un certain moment. Je pense que vous pouvez retrouver, il y a eu un très très bon article écrit dans la revue Politique par Frédéric Panier, un économiste qui est le fils de l'autre, de Christian Panier, qui a écrit un article sur effectivement la fiscalité après-guerre aux États-Unis. Autre réaction, oui. Oui, tout d'abord, un peu comme mon prédécesseur, et à mon avis, pas mal de gens dans la salle, autant on aimerait bien que Thierry Ascrit ait une sanction disciplinaire, autant je pense qu'on est nombreux à vouloir un peu plus, on aimerait bien qu'il se retrouve un beau jour derrière les barreaux, mais on n'en est pas encore là. Voilà, moi je travaille pour la centrale générale de la FGTB, et comme ça a été dit, effectivement, la question de l'opportunité de se joindre à la plainte en tant qu'organisation est encore en train d'être réfléchie en interne. Et au niveau de la centrale générale de la FGTB, on a une centrale professionnelle un peu comme la CNE vis-à-vis de la CC. Je pense que les choses peuvent s'envisager positivement. Il se pose quand même la question de savoir, allez, on ne va pas se retrouver ici devant une juridiction publique, mais on va bien être devant un ordre professionnel. Et la question va se poser, comme ça a déjà été dit par ailleurs à d'autres moments dans le débat, tant pour les partis que pour les organisations, dans quelle mesure est-ce qu'une plainte d'organisation politiquement marquée ne risque pas d'avoir un effet plus négatif qu'autre chose par rapport au jugement qui ne fera pas l'objet de délibérations telles qu'on pourrait les avoir dans des juridictions publiques. Et donc, je pense que cette question-là doit être éclaircie avant de se dire que par militantisme, je veux dire, les organisations doivent ou pas se mêler à la plainte. Et évidemment que
sur le principe on soutient, et bien entendu qu'on est prêt à faire de la publicité par rapport à cette plainte au sein de notre organisation, en interne, en externe, vis-à-vis de nos militants et nos affiliés. Super, grand merci. Mais donc ça nécessite, à la fin de cette soirée, de prendre date, enfin en tout cas de prendre vos coordonnées pour se revoir et pouvoir clarifier juridiquement toutes ces questions. D'autres réactions? Je voudrais savoir quel est l'objet de le texte de la plainte. Écoutez, le texte de la plainte, ça serait beaucoup trop long de vous le lire maintenant. Et le texte de la plainte, partant de faits figurant dans les 3-4 chroniques du journaliste Frédéric Loer, qui met en évidence que, par exemple, Afschrift et Janssen ont été apporteurs d'affaires auprès du prince de Croy, que Janssen a même inventé un faux litige. Un faux litige, c'est quand même un truc extrêmement grave pour Janssen. Bon, toute une série de faits comme ça, et qui sont listés dans la plainte. Ils sont documentés, les faits. Et donc vous aurez accès à l'intégralité de la plainte en allant sur le site de Attac. Aussi bien la plainte de l'association Attac que de la plainte d'une personne physique. Et évidemment, la plainte de la personne physique, elle est très très simple, elle tient en une demi-page. Mais je pense que... Donc, moi, ce que je proposerais, mais d'abord prendre vos réactions, vos questions, mais ce que je proposerais, c'est pour tous ceux qui souhaitent s'associer et porter plainte, c'est qu'on prenne rendez-vous et qu'on fasse ça ensemble. Et aussi que techniquement, s'il y a des photocopies à faire, des documents à vous donner, quelque chose à préparer, qu'on le prépare ensemble, que ce soit une action collective. Même si après, ce seront une série de citoyens qui porteront plainte et qu'on clarifiera par ailleurs la position des organisations. Donc voilà, on ne va pas vous laisser seul face à ça et vous renvoyer simplement au site. Prenons date et faisons ça ensemble pour tous ceux qui seront preneurs. Mais d'abord encore, que la parole circule, allez-y. Oui. Je voulais dire que, en fait, c'est public, il y a eu des communiqués de presse, il y a les coordonnées d'Attac, il y a mes coordonnées personnelles, mon numéro de GSM. Donc, ça veut dire que c'est facile de me passer un coup de fil, il y a mon adresse mail, et vraiment, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est encore plus facile et plus sympa si on fait ça en action collective. Mais... Voilà. Mais sinon, c'est vrai, il est appelable, jour et soir. Oui, madame. Oui. Merci. Oui, je voudrais dire quelque chose qui est très lié à tout ce que nous disons pour l'instant. D'abord, un tout petit mot. Il n'y a pas que le Afschrift en question. Bart de Wever lui-même a dit à la télévision que la fraude fiscale était quelque chose de très positif. Il l'a dit à la télévision et les journaux ont répercuté. Bon, autre chose, j'appartiens à un mouvement international qui, le 28 mars, organise à Luxembourg une manifestation contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, avec des gens venus d'un peu partout en Europe. Et donc je pense que nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. Bon, je vous invite à prendre contact pour participer donc à cette manifestation européenne, et pas seulement prendre contact, mais je cherche, puisque je suis en Belgique moi, à organiser le partenariat avec tous les gens qui sont ici. Diem 25. Diem 25. Diem 25. C'est un mouvement pan-européen pour la démocratisation de l'Europe. Il y en a bien besoin. Pardon. C'est Varoufakis? Oui, pardon. Diem 25. Oui. Ah, oui. Voilà. Il a rejoint. C'est pas lui l'organisateur. Ah, qui oui, oh, c'est pas grave. Oui, je sais, c'est parce on s'en fout, il va se relayer, c'est bien. Non, moi, citoyenne normale, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut me poursuivre si je porte plainte? Alors, parce que moi, je veux bien faire de la pub, mais moi, j'ai peur qu'on me poursuive. D'accord. Donc, Boris avait le micro, je vous le passe tout de suite après. D'accord? Vous poserez votre question et on... Non, mais parce que sinon, je vais partir, demain, je travaille. Pas de problème, on va vous donner la parole tout de suite. Mais si je veux partir rassurée. D'accord. Oui. D'accord, on va vous répondre tout de suite. Boris, tous les citoyens se posent cette question-là, c'est tout. Oui, voilà.
Si vous voulez relayer des gens, c'est ça que les gens vont se poser la première Boris, question. tu sais quoi, je pense que madame a envie de parler d'abord, tu prendras le micro après. Allez-y. Pardon. Oui, donne-lui le micro. Mais prenez le micro et allez-y. Dites-nous. Vous m'avez pas entendu? Vous m'avez pas entendu? J'ai dit, en tant que citoyenne, est-ce que je dois avoir peur? Je dois avoir peur ou pas? Si je porte plainte. Voilà. Donc la question c'est que moi je veux bien faire de la pub, mais comment est-ce que je peux rassurer? Pardon? Tu n'es pas en Chine. Pas encore, mais presque, hein. Sorry, hein, presque, hein. Non? Et moi je peux faire le pont avec les Flamands, omdat ik Nederlandstalig ben, dus voilà. Ok. Mais... Je réponds. Oui, vas-y. Vous faites bien de poser la question parce qu'à mon avis, il y a plein de gens qui se la posent mais qui n'osent pas la poser. Oui, mais donc, merci. Donc, en fait, il faut rappeler que c'est une plainte déontologique. Ouais. Donc, vous ne vous adressez pas auprès d'un tribunal, d'une cour de justice. Vous dites, voilà, je considère, je veux que vous appréciez, monsieur le bâtonnier, le fait que Maître Afschrift ou un autre a respecté ou non vos règles déontologiques. À vous d'apprécier par rapport à ce que j'ai lu dans les journaux, si c'est une plainte de personnes physiques. Et donc, il y a deux solutions. Il a jugé recevable pour un citoyen, il a jugé qu'elle était recevable, la plainte du citoyen en question. Si demain vous portez plainte, il va la juger recevable aussi. Après, il va décider. Si l'enquête disciplinaire aboutit à la conclusion que tout ça c'est bien et que finalement ces gens-là, Afschrift et Janssen, c'est des types formidables, d'ailleurs ils enseignent, hein, simplement vous apprendrez qu'il n'y aura pas de suite à votre plainte. Et puis ça se terminera là. Oui, c'est ça. Mais donc, j'imagine que votre question c'est est-ce qu'il pourrait porter plainte en diffamation, demander des dommages et intérêts, etc. Donc à partir du moment où on en... Je pense que j'ai compris de ce que tu dis, et des juristes le confirmeront, à partir du moment où on n'en rajoute pas, où on reprend simplement les faits qui sont portés, vous comprenez bien que si les faits portés à la connaissance du public dans les journaux, par le journaliste Frédéric Laure, qui a donc eu, probablement par quelqu'un qui n'accepte pas non plus que ce genre de choses se passe et qui lui a filé les informations. Hein. C'est une fuite, évidemment, qui a donné toutes ces informations à cet avocat. S'il a diffusé ça publiquement et qu'il n'a pas été attaqué, c'est donc bien que les faits sont avérés. Après ça, il y a à qualifier les faits. Mais donc, la réponse très claire qu'on peut vous faire, c'est que par rapport à ce type de plainte, vous ne risquez rien. Comme dit Christian, tout ce que vous risquez, c'est que ça n'aboutisse pas, c'est que ça ne soit pas suivi des faits. Mais ça ne peut pas se retourner contre vous en tant que citoyenne. Vous ne faites que faire référence à des données publiques. Voilà. Si je peux faire un commentaire un peu syndicaliste par rapport à la question de madame, votre question elle peut être répondue sur un plan juridique ou comme vous le faites ici, mais la question c'est aussi, s'il y a 2 ou 3 personnes qui portent plainte, ces 2 ou 3 personnes s'exposent fortement. Elles s'exposent, elles se rendent visibles. Elles ne s'exposent pas à des dangers, je crois, mais elles se rendent visibles. S'il y a 200, 300, 500 personnes qui portent plainte, même M. Afschrift, avec tout son argent, ne peut pas aller emmerder 500 personnes. Quoi. Donc je pense qu'il y a aussi la dimension d'action collective. Et donc, voilà. Je pense que plus on sera nombreux à s'associer à ça, moins le danger, de toute façon très très relatif, existera encore. Merci. Boris, à toi. C'était une question peut-être de clarification et de motivation. C'était de savoir quelle était un peu la stratégie d'attaque par rapport à la diffusion de l'information liée à la plainte, aussi également en dehors de la part de l'échiquier politique qu'on est censé représenter avec nos valeurs. Parce que je me dis en fait que même du côté libéral, il y a peut-être des gens... La gauche n'a pas le monopole de la déontologie, on va dire, hein, par rapport à l'aspect moral des choses, et que donc du coup, peut-être même probablement du côté libéral, il y a des gens qu'on pourrait rallier et qui serviraient à faire en sorte de ne pas décrédibiliser systématiquement ce genre d'action, du fait que ce soit peut-être une action, je ne sais pas, ou un populiste ou je ne sais quoi, comme on pourrait l'entendre souvent dans les médias, quoi. Donc du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a... évidemment, je
ne suis pas d'accord avec ça, hein, mais est-ce qu'il y a un plan d'élargir un peu l'horizon de la plainte en dehors du cercle de convaincus que nous sommes tous déjà? Bah oui, c'est tout le débat, hein, dépasser le cercle de convaincus. C'est pour ça qu'il y aura, plus il y aura de citoyens, personnes physiques et d'associations, plus le spectre sera large. Oui, et puis c'est une plainte déontologique, hein. Donc il ne faut pas oublier qu'on n'est pas forcé de partager les convictions économiques, politiques de Attac. Ce n'est pas nécessaire d'adhérer à la philosophie d'Attac. Un des parlements où les débats sur l'évasion fiscale sont les plus forts, c'est la Chambre des communes. Et qu'est-ce qui porte le fer le plus agressif vis-à-vis des organisateurs de l'évasion fiscale? C'est une députée conservatrice qui s'appelle Margaret Hodge. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans quel pays? En Angleterre. Voilà. Et donc, on peut aussi porter plainte simplement parce qu'on considère qu'il y a des règles, si des règles déontologiques existent, ben, c'est fait pour qu'elles soient respectées. Et à la limite, on devrait, si on était maire, on devrait porter plainte aussi. Si on pense que la déontologie, ça doit servir à quelque chose. Oui, donc du coup la question c'était c'est quoi le plan d'attaque pour que ça arrive? Ah, le plan d'attaque, c'est que ça arrive largement. de porter plainte. Non, pour arriver à toucher des gens en dehors de notre cercle. C'est sur chacun de nous pour que ça se passe. Hein. Voilà, donc d'abord, ça marche plus ça. D'abord, vous n'avez pas d'étiquette sur le front. Vous n'êtes, pour la plupart d'entre vous, j'en connais certains, mais vous n'êtes pas membre d'Attac. Donc, vous êtes des citoyens. Et effectivement, enfin, vous avez entendu, il y a quand même un engagement de tous les représentants autour de la table de faire savoir largement auprès de leurs militants, auprès de leur cercle. Donc, je pense qu'il ne tient qu'à nous d'élargir très fort. Autre chose est de faire savoir, donc nous on fera savoir tout ce qu'on peut, ce sera bien que vous relayiez aussi pour que ça associe toujours plus de gens. Par rapport à la presse, le souci, mais s'il y a beaucoup de gens qui s'associent, ça va donner du poids par rapport à la presse, même par rapport à des journalistes très ouverts comme Bertrand Haine, comme Arnaud Reussen, etc., auxquels on a déjà relayé. Jusqu'à ce jour, non. Tu dis ? Je me dis qu'il y a d'autres presses également qui... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, et y compris la presse économique. Hein. Tout à fait. C'est vrai que l'Écho est extrêmement ouvert et étonnant sur certaines questions. Mais donc voilà, tout ça est à imaginer ensemble. Tout ça est à imaginer ensemble. On a initié le bazar. Tout seul, on ne va pas y arriver. Et donc... mais on trouve que c'est vraiment une cause importante. Et si vous êtes ici, de nouveau, un soir pluvieux et de vacances, c'est que vous trouvez ça important aussi. Oui. Oui, moi, Michel. Oui, bon. Alors, en étant très court, je voudrais revenir à une intervention de tout à l'heure et à la réponse de Christian qui disait, ben voilà, si vous allez sur le site d'Attac, vous allez avoir toute la plainte et les explications. Mais je me demande quand même si en 2 phrases, on ne pourrait pas m'expliquer, et donc aussi aux autres, en quoi ce grand maître de la plaidoirie et de la fiscalité a contredit la déontologie des avocats. Parce que ça, je ne le sais toujours pas. Donc, Christian va le redire, mais de toute façon, je redis aussi, Michel, parce que je vois que l'un ou l'autre d'entre vous devra peut-être partir plus tôt, je redis, on ne va pas vous envoyer sur le site. On va vous inviter à un moment où on va faire ça ensemble. On va la préparer ensemble, cette plainte. Mais donc, il va redire déontologiquement en quoi ce qu'ils ont fait d'Attaca. Nous, Attac, on n'a pas la charge de prouver, d'ailleurs on n'a pas le pouvoir non plus, de prouver qu'il y a faute déontologique. On apporte des éléments qui, à notre avis, ne correspondent pas à la pratique déontologique d'un avocat, mais maintenant, c'est l'ordre qui va juger. Et puis, Afschrift, c'est important, hein, mais ce qui est encore plus important, en portant plainte, ou en diffusant au maximum, à travers vos réseaux, la plainte, c'est de s'attaquer au système. C'est ça qui est le plus important. On porte toujours la lumière sur
sur les bénéficiaires, bah, c'est clair que, de toute façon, on les connaît, c'est des riches. Riches entreprises, riches particuliers. Mais il faut, sans ces 3 lames du couteau suisse, il n'y a pas d'évasion fiscale possible. C'est grâce à eux, par eux, que ça se construit. Et donc, c'est ça qui est important. Et on ne dit pas qu'on va gagner, hein, mais il faut se battre pour. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là pour l'instant. Et ça fera avancer les choses. Enfin, je pense que Felipe l'a rappelé. Il y a des choses qui étaient illégitimes il y a 50 ans, mais pas illégales, et qui sont devenues illégales à force de combats de citoyens qui sont arrivés à transformer de l'illégitime en l'illégal. Donc c'est dans ce combat-là qu'on est aussi. Oui, Boris. C'est une question de précision parce qu'en fait... Ça marche, ouais, c'est mieux comme ça, oui. C'était pour savoir si Astrid, là, il est tout seul ou il agit en bureau? Parce que je me dis, en fait, si on porte plainte contre lui, à quel point est-ce que cette personne a été remplaçable? Je veux dire, on est d'accord que la plainte est symbolique, hein, mais si on parle des 3 couteaux suisses, effectivement, est-ce que la plainte va donner lieu à une sanction appliquée à tous les membres de l'ordre ou juste à cette personne-là? Comment dire? Et qu'est-ce qui empêchera peut-être les grandes entreprises belges de faire simplement appel à un autre bureau d'avocats qui n'est pas en Belgique à ce moment-là, par exemple? C'est un symbole. Alors il fait partie d'une association qui regroupe, d'après son site, une vingtaine d'avocats qui sont d'ailleurs, à 2 exceptions près, tous profs à Solvay. Hein, donc c'est dire que vraiment l'endoctrinement est incroyable. Mais il y a bien plus fort que lui. Hein, si vous prenez les Big Four, ils sont tous... Il y a combien d'avocats fiscalistes chez les 4 Big Four? Deloitte, KPMG, PwC et le dernier EY. Mais il y en a des milliers. Mais eux, pour l'instant, ils passent sous les radars. Ils ont pu passer sous les radars. Tandis que là, il y a quelques éléments qui nous permettent d'attaquer Afschrift et Janssen sur le plan déontologique. Mais il est connu parce qu'en plus il développe une philosophie de libertarien, mais à côté des Big Four, il est petit. Hein. Et donc derrière, ce qu'il faut viser, c'est également les Big Four. Mais pour l'instant, il passe sous les radars. C'est donc un combat concret et symbolique. Oui, enfin, une réflexion et une question. Peut-être d'abord la question, parce que ça a l'air bête et pratique, mais la plainte individuelle, est-ce qu'elle doit être personnalisée ou est-ce que ça peut être un simple copier-coller d'un modèle? Quand tu verras la plainte individuelle, elle tient en demi-page, tu peux la copier-coller, ou tu peux la poétiser si tu as envie de la poétiser, mais c'est très très simple. Hein. On peut faire un copier-coller, ça. Oh, oui, absolument. On peut faire un copier-coller, peut le faire. Et alors j'avais une réflexion, c'est sur les 3 lames du couteau suisse. J'ai l'impression qu'il y a quand même une 4e lame, mais qui est d'ailleurs particulièrement suisse, ce sont les banques. Parce que les banques, c'est quand même un intermédiaire assez important dans toutes les affaires de fraude. Et alors je me demandais, d'abord il faut voir quels sont les canaux, mais il y en a aussi pour les banques je pense, mais est-ce que dans ce cas-ci, dans ce dossier des Dubai Papers, est-ce qu'il y aurait moyen de pointer une banque ou pas? Pardon. Merci Marco. Ça marche comment? Tu l'as. À ce stade-là, et à ma connaissance, j'ai pas eu accès moi aux clés. Hein, en tout cas sur le versant belge, on n'a pas d'éléments qui nous permettraient d'aller s'occuper un petit peu des banques. Alors peut-être qu'au niveau français, parce que ça me permet la question de parler du fait qu'on nous a un peu objecté que finalement Schrift, Janssen, tout ça, c'était un peu un truc belgo-belge et que c'était pas intéressant. Mais c'est pas du tout un truc belgo-belge, d'abord parce que c'est un système d'évasion fiscale, on voit que c'est presque un précurseur puisque ça se passe à Dubaï et qu'on voit que... en Belgique. Voilà, et enfin il y a le versant français. Et le versant français, il est aussi frileux au niveau des autorités, peut-être même plus frileux qu'au versant belge, parce que là, il y a des grosses boîtes comme Areva, le nucléaire, le financement de la campagne de Sarkozy, et le parquet financier français, il freine vraiment à ce jour des cas de fer. Et donc, on va prendre contact avec Attaque France, et voir si
on ne peut pas, au niveau de la France, développer la même chose qu'au niveau belge. Voilà. Merci. D'autres réactions? Je pense qu'il y a une chose très importante, c'est la publicité. Qu'on dépose des plaintes, etc. C'est très très bien, mais il faut penser tout de suite à assurer une publicité à tout ça. Ben, moi, je veux vous féliciter parce que je suis une citoyenne. Je regarde pas votre site non plus. Et moi, j'ai trouvé ça sur Facebook, donc ça marche. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Merci. Et je me suis dit, ah, enfin un qui propose une solution, quoi. Oui, mais non, quelque chose, une action, sinon on ne fait que se plaindre. Mais par contre, taper sur le clou de ces deux types-là, avec Mailleur, on a quand même réussi aussi. Donc c'est pas mal non plus. Et de rajouter à chaque fois, vous pouvez faire la plainte et tout. Je suis en train de réfléchir stratégie. Hein. Génial. Voilà. Donc, et bonne soirée. Merci beaucoup. Grand merci. Et laissez-nous vos coordonnées si vous voulez qu'on vous invite pour porter la plainte. Super. Juste dire, le temps que quelqu'un d'autre demande le micro, que ce que propose Christian, c'est vraiment de changer de regard et de se mettre y compris à se demander, en toute amitié hein, pour les associations qui nous sont proches et qui n'ont pas pensé à ça, mais il disait, donc une des lames du couteau suisse, c'est les réviseurs, hein, les réviseurs d'entreprise. Et il y en a une série d'organisations, et je vous avoue que moi, dans l'ONG précédente que je dirigeais, on avait un réviseur qui était, à mon avis, tout à fait dans cette zone-là. Il y a des associations, des ONG qui pensent comme nous et qui ne réfléchissent pas à qui ils prennent comme réviseurs. Et qui prennent des réviseurs qui sont parmi les Big Four et qui donc organisent l'évasion fiscale, quoi. Donc c'est vraiment une espèce de révolution de regard et symbolique qu'on doit, à laquelle tu nous appelles fort justement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils passent tellement sous les radars qu'on finit par oublier leurs méfaits. Et que finalement, la soirée de ce soir, on aurait pu aussi l'appeler lutte contre la violence. Hein. Car la violence, je le répète, on oublie ça parce que derrière, on rentre dans leur discours d'experts. Et on oublie que c'est une violence inouïe et mondialisée. Et c'est vraiment contre ça qu'il faut se battre. Et effectivement, ils passent tellement sous les radars que, bah oui, il y a des ONG, pour ne pas les nommer, Oxfam, ils sont audités par EY. Hein. Et j'ai discuté avec, lors d'un sommet de la GUE, je ne sais pas quoi, j'ai interpellé un garçon d'Oxfam, je dis, tu sais quand même qui vous audite? Il me dit oui. Ben, je dis, tu peux faire quelque chose. Ben, il me dit, j'essaye, mais j'y arrive pas. Et donc, et c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule. La GUE au Parlement européen, ils sont audités par, je ne sais plus si c'est EY ou PwC, peu importe, c'est un des 4 Big Four. Et quand on leur dit, mais pourquoi? Ils répondent, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais comme mon interlocutrice, c'était Manon Aubry de la France Insoumise, je lui ai dit, mais si tu n'as pas le choix, tu avais le choix quand tu étais chez Oxfam. Et là, donc finalement, tu restes avec un des Big Four. Donc c'est quand même incroyable, parce que même s'ils n'ont pas le choix, rien ne les empêche de dénoncer le fait qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils ne le font pas. Et donc, ils ont quand même réussi, les Big Four, avec leur stature d'expert, à être quasiment incontournables. Or, qu'une grosse boîte multinationale explique qu'ils n'ont pas le choix, il faut vraiment des experts, que des associations comme ça, c'est quand même pas compliqué leur compte. Hein. Et voilà, donc, eh bien, ils dénoncent les méfaits de gens et ils leur donnent de l'argent pour se faire conseiller ou certifier sincère et véritable leur compte. Et de la légitimité. Oui. Je pense que tu voulais la parole tout à l'heure. Voilà, le micro est là. Ok. Bonsoir et je vous félicite maintenant ce soir, comme vous êtes en train de débattre les problèmes de l'évasion et la fraude fiscale. Je pense que vous avez la chance maintenant de vous informer et agir.
En ce qui concerne le problème de l'Amérique du Sud, depuis 30 ans, et de la Bolivie dans le cas précis, parce que je suis bolivien, alors cette évasion et fraude fiscale, malheureusement, c'était préparé avec l'appui même des États, que ce soit socialistes, ou de droite, ou de gauche, etc., parce qu'eux, ils venaient, les multinationales, avec des lois qui devaient signer n'importe quel président, soi-disant que les entreprises multinationales qui amènent leurs capitaux doivent être protégées. Doivent être protégées, ça veut dire qu'on n'a pas l'accès à les livres comptables. On n'a pas l'accès à demander quel est le bénéfice qu'ils avaient fait pendant l'année de travail, ou 10 ans, ou 5 ans. En plus, l'État était obligé à protéger l'entreprise dans le cas s'il y a une guerre civile, ou des meetings, etc., des grèves, c'est l'État qui va défendre l'entreprise privée. S'il y a un tremblement de terre, c'était l'État qui devait prendre tout ça pour des actions et des entreprises qui n'étaient pas pour bien faire à la société civile, mais c'est tout le temps à l'exportation et l'exploitation des ressources naturelles. Vous avez la chance, et j'espère bien que vous pourriez faire quelque chose, parce que nous ne pouvons pas, parce que c'était très bien organisé. Moi-même, j'ai dû quitter la Bolivie en tant qu'audit comptable, parce que j'étais engagée sans savoir pour une organisation d'audit comptable américain qui avait pris le nom d'un Bolivien, mais qui dans le fond était américain. Qu'est-ce qu'il faisait? On nous a donné la technique, comment refaire des bilans, le bilan qui est le premier qui est propre, et faire le deuxième dans lequel on va montrer que le premier bilan dit qu'il y a 20 millions de bénéfices, et le deuxième, avec l'audit comptable, on va dire qu'il y a 2 millions. Alors, vous êtes, entre guillemets, les intellectuels, sans se rendre compte, sont complices de ça. En plus, ils sont appuyés par des cabinets, des avocats, que c'est eux-mêmes qui font les contrats. Mais ce n'est pas de l'avocat qui vient. Les projets viennent de l'extérieur, tout est préparé pour que vous puissiez exécuter. Et voilà le grave problème pour nous. Jusqu'à maintenant, depuis 30 ans, nous avons des problèmes, et pire encore, en Bolivie, vous avez entendu, maintenant il y a un coup d'État militaire et tout le monde veut mettre la main sur le lithium, malheureusement, et les gaz et les autres produits. Ils sont en train de nous mettre une guerre religieuse entre disant que vous êtes protestants ou catholiques. Voilà à quel point on est arrivé. Merci beaucoup pour m'écouter. Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore certains d'entre vous qui souhaitent parler? Non? Une belle idée. Oui, mais vous pouvez juste dire un mot encore si vous le souhaitez, et puis on va voir un verre. La fonction d'archiviste à l'ULB, est-ce qu'on ne devrait pas chercher avec tous nos nombreux amis et camarades que nous avons dans le monde étudiant et enseignant à l'ULB, et dans les syndicats à l'ULB, j'en connais, de poser la question, l'ULB est aussi une autorité morale. Les trois fonctions des universités, la troisième fonction, c'est le service à la société. Est-ce qu'on peut considérer que l'ULB rend service à la société en rémunérant les pisco-trafiquants? Je ne serais pas étonné qu'une pétition dans l'ULB... Merci pour cette nouvelle piste.